palpable des sensations vraiment physiques de l'enfance, qui peuvent être très lointaines pour le lecteur, et des sensations qui sont universelles. Donc, ça peut être l'ennui, l'attente que quelque chose enfin se passe. Ça peut être le silence. Il va beaucoup être question de silence dans ce roman. On le verra. Silence au sein de la famille du narrateur, donc, puisque dans Un jour ce sera vide, on suit un petit enfant, un petit garçon d'une dizaine d'années environ, qui est donc en vacances chez sa grand-mère sur la côte normande. Voilà. Tel est un petit peu le point de départ au début du roman. Donc je rappelle aussi, juste avant de commencer réellement et de vous laisser la parole, donc, vous avez obtenu le prix littéraire de la ville de Caen. Qu'est-ce que ça fait de publier un premier roman en temps de pandémie, donc, puisque Un jour ce sera vide est paru en août 2020. On a beaucoup parlé des librairies qui sont des commerces essentiels, mais un peu moins des écrivains. Bonsoir. J'avais pas vraiment d'autres points de comparaison, donc j'étais d'abord très heureux que mon livre sorte. Et puis, au moment de la sortie, il y avait quand même encore un peu des choses possibles, fin août, début septembre. Donc, j'ai pu faire Mm. quelques rencontres en festival et j'ai trouvé ça très agréable. Et puis, je viens d'une génération qui a l'habitude qu'on lui dise que c'était mieux avant ou qu'elle arrive au mauvais moment. Et donc, j'étais pas vraiment surpris qu'on me dise que d'habitude c'est mieux. Et puis, et c'est vrai que j'ai pu regretter quand même qu'il n'y ait pas eu plus de rencontres avec les lecteurs, parce que c'est toujours des moments agréables, même si il y a quand même pu en avoir sur Zoom, et notamment j'ai pu faire grâce au prix Féminin une tournée des lycées de Normandie, rencontrer plein de lycéens grâce aux plateformes numériques, et c'était vraiment sympa de quand même pouvoir échanger comme ça. Et après, j'ai trouvé que c'était assez raccord avec l'histoire du narrateur, qui est un personnage qui arrive dans un monde où tout a déjà disparu un petit peu et où il est plongé comme ça dans une certaine solitude. Où, en fait, la rencontre est toujours un peu différée, quoi. Donc, j'ai trouvé que ça allait avec mon histoire. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, je l'ai dit un peu plus tôt en commençant. Donc, le narrateur, c'est un petit garçon de 10 ans environ. On le découvre au début du roman seul sur une plage. On sent tout de suite que ce narrateur, il observe tout ce qui se passe autour de lui, les autres familles normales sur la plage, mais aussi, ça peut être très bien une méduse, une mouche, sa grand-mère avec qui il séjourne. Il absorbe vraiment tout. On sent quand même, derrière toutes les scènes qui sont évoquées, enfin, on se sent un peu obligé de se dire qu'il y a une part dedans de souvenirs, derrière la trajectoire très particulière de cette famille. Est-ce que vous pouvez nous parler en fait tout simplement de la genèse du texte et du choix de la forme romanesque? Pourquoi le roman? Est-ce que ça s'est imposé à vous dès le départ? Et est-ce qu'il y avait une part, quelle était la part peut-être de vos souvenirs au début de l'écriture, au début du projet? Ça faisait longtemps que je voulais écrire sur le silence, le silence vraiment comme structure relationnelle, c'est-à-dire de raconter ce que produit le silence au sein d'une famille. Et j'avais envie d'écrire sur l'enfance et ce moment particulier de l'enfance où justement vous disiez, là, le narrateur, il absorbe beaucoup ce qui se passe autour de lui. Et ça m'intéressait beaucoup, ce moment où on est comme ça. L'enfant, c'est un petit enquêteur et il est comme ça à l'affût de tout ce qui se passe autour de lui pour essayer de saisir le monde qui l'entoure. Et j'avais vraiment pas, enfin, j'avais envie d'écrire un roman. Je voulais pas que ce soit de l'autofiction mais bien sûr, même pour écrire un roman, on part quand même de souvenirs. En tout cas, moi, je suis parti peut-être plus de motifs que de souvenirs, c'est-à-dire de choses comme ça qui étaient restées très fortes dans ma mémoire de l'enfance, mais ça peut être euh, la lumière d'un coucher de soleil, un moment très fugace, voilà. Et puis c'était de construire autour comme ça de sensations que j'avais eues dans l'enfance, une histoire. Et une histoire qui raconte qu'est-ce que c'est que de se construire dans les décombres. Là, c'est les décombres de l'histoire des Juifs, de l'histoire de l'Europe et puis de son histoire familiale au narrateur. Et comment il va sortir de cette solitude que lui impose le silence. Dès le premier chapitre d'un jour, d'un jour ce sera vide,
on assiste à une scène d'une rare intensité, enfin, à la fois banale et d'une rare intensité, car ressentie selon moi intensément par le narrateur, c'est en fait la rencontre avec un autre petit garçon, donc Baptiste, une rencontre qui se fait sur la plage autour d'une méduse échouée. Est-ce que vous voulez revenir sur le choix de cette scène pour ouvrir le roman et puis au-delà de cette scène sur peut-être ce que représente comme promesse l'amitié ou pas, ou l'amitié naissante qu'on suppose de Baptiste avec le narrateur. Et en fait, le roman, il est vraiment né de cette scène. C'est-à-dire que c'est pendant un été où j'étais à la plage, où j'ai eu vraiment cette vision, sans savoir si c'était ou un souvenir ou quelque chose que j'avais déjà rêvé enfant ou juste que je venais de l'inventer, mais de cette rencontre entre deux garçons autour du sacrifice d'une méduse. Et puis je me suis dit, tiens, je vais juste écrire cette scène. Et puis cette scène, finalement, a donné naissance au roman. Et l'idée, c'était le personnage de mon roman, le petit garçon qui n'a pas de prénom, il passe son été à regarder les gens sur la plage et il est complètement fasciné par les familles, mais il est comme ça plongé dans la solitude. Et tout à coup, il va comme ça voir les méduses et puis il commence à les triturer avec un bâton. Et à ce moment-là, il fait la rencontre d'un autre petit garçon. Et je voulais que cette rencontre, ce soit ce qui le sorte de sa solitude, quoi. Et c'est ça qui commence le roman, c'est sa rencontre et l'amitié qui va naître avec le petit garçon Baptiste. Alors précisons que Baptiste, d'ailleurs, est un des seuls personnages nommés, si je me souviens bien. Et surtout, Baptiste, donc, il a une famille qui est totalement différente donc, du narrateur, parce que le narrateur séjourne chez sa grand-mère. Et plus tard, il y a la tante qui va arriver, qui arrive plus tard dans le roman. Au-delà de Baptiste et de son amitié, qu'est-ce que sa famille représente pour le narrateur? Mais Qu'est-ce le que- narrateur, il est en quête de normalité, puis il voit bien que sa famille à lui n'est pas normale, donc on sait qu'il habite avec sa grand-mère, en tout cas pour cet été-là, on sait qu'il a une tante folle. Le reste, on ne sait pas très bien, ça a l'air compliqué, les gens ont l'air ou morts ou absents. Et donc, il est complètement fasciné par les familles qu'il voit sur la plage. Et en rencontrant Baptiste, tout à coup, ça lui offre la possibilité d'aller chez eux, de voir vraiment comment ça se passe à l'intérieur d'une vraie famille. Il est très intéressé de toute façon par comprendre comment les choses marchent à l'intérieur. Et là, il se trouve qu'en plus, c'est une famille qui, au premier abord, paraît vraiment fantastique. Les gens se parlent, rient, communiquent entre eux. Lui, il tombe tout de suite sous le charme de la mère, qui est un peu la mère parfaite que lui n'a pas. Et je voulais raconter comment, quand on est enfant, on peut comme ça être complètement subjugué à un moment par ce qu'on imagine être la perfection chez l'autre. Et puis comment cette perfection s'érode au contact. Un autre point aussi qui est frappant dans votre roman, donc au-delà de cette quête un petit peu de normalité, hein, la normalité qui est presque identifiée au bonheur. Un autre point frappant, c'est la prééminence des personnages féminins. Donc, on en a un peu parlé, donc, qui donne d'ailleurs lieu à des scènes très touchantes et à des sentiments aussi un petit peu ambivalents chez le narrateur. Donc, on l'a dit, il y a la grand-mère adorée, mais qui est mutique. Il y a la mère de Baptiste, donc c'est la maman parfaite, et donc la fameuse tante névrosée qui arrive un peu plus tard dans le roman, qui elle est un peu plus la figure repoussoire, même si elle au moins elle est intrigante puisqu'elle parle. En quoi ces femmes sont importantes donc, pour le narrateur? Qu'est-ce qu'elles représentent chacune, si elle représente vraiment quelque chose de bien particulier pour le narrateur? Et puis peut-être nous parler des personnages masculins, enfin où sont les hommes justement? Bah, les femmes, oui, parce qu'il y a ces 3 femmes comme ça dans sa vie, enfin, en tout cas, dans cet été-là. Il y a sa grand-mère qui s'occupe de lui et j'avais envie de raconter cette relation comme ça,
ouais, elle s'occupe de lui, elle le nourrit, elle le protège, mais en même temps, elle lui refuse l'accès à la connaissance en refusant de lui raconter l'histoire de sa famille. Et de l'autre côté du spectre, il y a cette tante psychotique qui lui fait très peur, dont il sent bien qu'ils ont des choses en commun et il veut surtout pas lui ressembler. Mais en même temps, c'est la seule à incarner un peu l'histoire de cette famille. Elle a du symptôme et le symptôme, c'est une manière de montrer, d'exprimer des choses. Donc, il est à la fois attirer, repousser. Et ça, c'était vraiment aussi autour de ce personnage qui, pour le coup, là, c'est inspiré d'un personnage que j'ai connu, d'une de mes tantes qui était comme ça, qu'on disait folle. Et j'étais très intéressé de raconter comment, à travers le dégoût et la haine qu'elle lui inspire, il y a quand même beaucoup d'amour qui circule. Et comment, même s'il veut à tout prix éviter de lui ressembler, il sent bien que cette ressemblance, c'est ce qui fait famille, c'est ce qui peut l'aider à comprendre son histoire. Et puis, il y a ce troisième personnage qui s'est invité, qui est la mère de Baptiste, qui est un personnage fantasmé, qui est à la fois la femme idéale et la mère idéale, et, euh, et qui lui offre tout à coup cette possibilité de rêver une affection qu'il ne reçoit pas dans sa vie, quoi. Il fait beaucoup Et d'efforts d'ailleurs pour… Oui. Oui, non, non, pardon. non, et vous disiez, enfin, moi je trouve qu'il y a quand même des personnages masculins. C'est juste que bon, cet enfant en plus, lui, il n'est pas très à l'aise avec l'idée de la masculinité. C'est ça qui va l'attirer chez Baptiste, que Baptiste n'est pas dans une performance de sa masculinité, mais au contraire, c'est un garçon qui est très doux, qui n'est pas dans la compétition ou dans la violence. Et il y a d'autres figures masculines, mais disons qu'elles sont plus lointaines, elles lui sont plus étrangères, comme le fils de la voisine qui est malade du sida, ou le père de Baptiste qui est quelqu'un d'un peu falot, que le narrateur aime pas trop, ou l'homme qu'il appelle le géant, qui est un homme qui vit aussi, enfin, qui habite aussi dans cette ville où il passe son été, et finalement qui est une figure masculine assez positive à laquelle il va se confier. Mais c'est des figures qui sont comme au deuxième plan de sa vie. Au premier plan de sa vie, ce sont les femmes et Hmm. Baptiste. Et je parlais justement de sentiments ambivalents envers la grand-mère et la tante. Et un qui m'a semblé prépondérant, c'est quand même la honte de sa famille, de soi et de sa différence. Euh, on a l'impression d'une honte qui prospère un peu sur le silence, les non-dits. Euh, on sent que c'est quand même assez pesant, comme s'il y avait une sorte de malédiction de l'histoire, un peu qui frapperait la famille de ce narrateur, et il essaie de conjurer ça un petit peu dans le paraître, le paraître de la normalité. Alors, est-ce que c'était une chose que vous vouliez évoquer, le poids des déterminismes? Est-ce qu'on est déterminé un petit peu au malheur par le poids de l'histoire familiale, le poids de cette communauté affective Bah, pour moi, il y avait deux choses. Que, oui, c'est sûr que d'abord, il y a d'un côté le silence, et que c'est vraiment quelque chose dans laquelle le narrateur il est englué au début du récit. Et c'était comment, enfin, moi, je voulais raconter une histoire de sortie du silence, quoi, et de comment sa rencontre avec Baptiste va l'aider à se construire, parce que lui, il est dans un monde où rien n'est nommé, et comme rien n'est nommé, tout est flottant, il a du mal à comprendre qui il est. Et puis de l'autre côté, il y avait la honte, qui est un… Alors lui, peut-être qu'il a plus honte que les autres parce que il est fils d'immigrés, parce qu'il voit bien que il n'a pas les mêmes attributs que les autres enfants de son âge, une famille normale, et puis peut-être la même maison que Baptiste, ou voilà. Mais il a une grand-mère qui a un accent coupé au couteau, des choses comme ça. Mais la honte, même si elle est peut-être plus forte chez lui, elle me semble très partagée chez les enfants, et je trouve que c'est un sentiment très intéressant à creuser. Je trouvais que d'un point de vue romanesque, c'était vraiment intéressant parce que il c'était vraiment de raconter cet éveil au monde. En fait, il a besoin de se voir à travers les yeux de Baptiste pour sortir de la honte. Mais tout seul, il sait pas si ce qu'il est digne d'être aimé. D'accord, donc c'est la fonction un peu de Baptiste, le regard de l'autre qui lui permet de sortir Un de regard soi. bienveillant, ouais. Ouais, ouais, Parce que exactement. Baptiste est dans un regard bienveillant et il est dans la parole. Baptiste, il pose des questions, il veut savoir les choses, et puis il a pas peur des mots. Et ça, c'est nouveau dans la vie du narrateur. D'accord. Donc je viens de parler de déterminisme, d'influence. Dans Un jour se réveille, il y a une citation en exergue de Tropisme de Nathalie Sarraute,
Ce bruit soudain de l'eau, dans ce silence suspendu, ce serait comme un signal. Donc, qui résume parfaitement bien, enfin, avec un jour ce sera vite, puisqu'on on a la notion du bruit qui vient interrompre ce silence, la notion de signal, de sortie du silence. Je voulais juste en venir à peut-être le poids de vos lectures et de vos influences pendant la rédaction d'Un jour ce sera vite, que ce soit Nathalie Sarraute ou d'autres sources d'inspiration, bien sûr. Ce texte de Nathalie Sarraute, d'Anthropisme, qui est le tropisme numéro 5, qui raconte, enfin c'est très difficile de dire ce que ça raconte, mais peut-être l'histoire d'une femme figée dans l'attente, qui est comme ça, prise dans une angoisse, mais c'est raconté comme toujours chez Nathalie Sarraute, encore plus dans les tropismes, vraiment, on est en deçà des émotions, en deçà de ce qui est dit, c'est vraiment... euh, on est presque, enfin, on est vraiment en dessous enfin, au niveau des sensations les plus primaires. Et c'est un petit texte comme ça, très court et très beau. Et je trouvais ça intéressant et je me suis beaucoup servi de cette idée-là, de raconter les choses depuis leur source profonde dans le cœur du narrateur. J'essayais toujours de chercher quelle était la source de ses émotions et de les raconter au plus près de son vécu avant même qu'il puisse les exprimer avec des mots. Et j'essayais du coup de vraiment passer par les sensations physiques pour essayer de rendre compte de ces états mentaux et de raconter une histoire en ayant le moins possible recours au discours. C'est pour ça que la forme romanesque, elle m'intéressait parce que tout était question de dispositif, quoi. C'était raconter une histoire à l'intérieur du silence. D'accord. Et Moi, raconter l'ennui. Et ça, je trouve qu'elle le fait très bien, Nathalie Sarraute, dans ce tropisme-là. C'est-à-dire qu'elle raconte une espèce d'angoisse hyper précise, que d'ailleurs, j'ai du mal là, à essayer de résumer ce texte. Je le trouve magnifique, j'y retourne souvent, mais justement parce qu'elle arrive à exprimer quelque chose qui, je ne saurais pas l'exprimer en dehors du texte de Nathalie Sarraute. Il est lui-même la propre expression de quelque chose. Et c'est ça que je voulais faire. Je voulais exprimer un moment de l'enfance ou une sensation de l'enfance que j'aurais pas su exprimer autrement qu'en écrivant ce livre. Et vous y arrivez parfaitement, à mon sens. J'avais une question encore plus précise peut-être. Euh, le roman, il est adressé, entre autres, aux enfants seuls et aux aliénés. Alors, est-ce qu'on devrait penser plus souvent à l'enfant seul que nous avons été un jour ou est-ce que c'était un des objectifs, enfin des objectifs, est-ce que vous y avez pensé après coup, peut-être une fois la rédaction terminée, peut-être les propres sensations que ça allait faire naître, les propres souvenirs que ça allait faire naître chez le lecteur, la manière dont ils allaient se remémorer de l'enfant qu'il Bah, avait. en tout cas, moi j'ai beaucoup d'amitié pour l'enfant seul que j'étais, et en même temps, si je dis que c'est pour les enfants seuls et pour les aliénés, c'était en mémoire de cette tante et puis en mémoire de l'enfant seul que j'avais été, mais je trouve que le pas de l'un à l'autre est pas très grand, quoi. C'est-à-dire cette espèce de solitude, et d'ailleurs le narrateur, il est toujours un peu au bord de la folie. Et c'est une phrase qui m'est venue tout de suite quand j'ai commencé à écrire. Au début, je me suis dit, bah, il faut mettre une exergue, euh, et puis on verra plus tard. Et puis c'est venu ça, et en fait, j'ai trouvé que c'était exactement pour eux que j'avais envie d'écrire ce livre, parce que à la fois pour les enfants seuls, même si c'est pas un livre pour enfants, mais je veux dire à tous les enfants seuls que tout le monde a été à un moment, et puis aux aliénés. J'ai utilisé exprès le mot d'aliéné parce que ce qui m'intéressait dans le personnage de cette tante folle, c'est qu'elle est surtout folle parce elle est vécue comme folle par les autres, parce qu'elle est voulue comme folle par les autres. Mais finalement, je ne suis pas sûr qu'elle est si folle que ça. Finalement, c'est la seule qui lui parle, et elle est raisonnablement chamboulée par l'histoire de sa famille, alors que les autres refoulent tous et font semblant de continuer à vivre, mais du coup vivent emmurés comme la grand-mère dans une sorte de mutisme. Elle, au moins, il y a quelque chose de la vie qui éclate en elle. Et c'est plutôt de ce côté-là, du côté des enfants seuls et des aliénés, qu'aujourd'hui j'ai envie d'être, D'accord. que du côté des gens normaux comme la famille de Baptiste, finalement, qui sont Ouais. des illusions. Hmm. Ok. Et pour le choix du titre, qui est magnifique, hein, Un jour ce sera vide, qui prend vraiment tout son sens pour le lecteur une fois qu'on a pris connaissance de la manière d'appréhender le monde, euh,
de la part du narrateur. Comment est-ce qu'il est arrivé ce choix de titre? Mais j'avais quand même en tête aussi l'idée de qu'est-ce que c'est que d'être un petit-fils de rescapé de la Shoah, c'est-à-dire d'être la troisième génération. Et le petit garçon, il naît dans un monde qui est déjà vide, ou qui a déjà été vidé, en tout cas, de son humanité, et puis d'une partie du peuple juif. Et il a comme ça il est né parmi les décombres, et puis il voit bien que dans sa famille, tout le monde est mort, ou en tout cas, il manque vraiment pas mal de gens dans l'album de famille. Et du coup, il a cette conscience un peu euh, anachronique pour un enfant de la vacuité des choses, quoi. Et j'aimais bien ce décalage entre une histoire d'été d'enfant, avec, j'espère, des moments vraiment lumineux. Puis moi, ça m'intéressait qu'il y ait beaucoup de joie quand même dans ce monde un peu sombre qu'il habite. Et ce titre un peu mélancolique, Un jour ce sera vide. Moi, je voulais savoir aussi, là, par rapport au choix de la maison d'édition Christian Bourgois, cette fois, qu'est-ce que ça fait pour un romancier francophone d'être édité chez Christian Bourgois éditeur et de rejoindre un catalogue qui compte quand même comme auteur des auteurs comme Tolkien, Pessoa, Toni Morrison. Pourquoi vous êtes tourné vers Christian Bourgois éditeur? Qu'est-ce que Bah, j'aime les maisons dans l'idée de maison d'édition, et que je trouve que l'idée de maison chez Bourgois, elle est très forte, quoi. Et c'était une maison d'édition qui m'avait beaucoup accompagné dans mes lectures, sans que je fasse vraiment d'ailleurs attention à qu'est-ce qui était du domaine étranger, qu'est-ce qui était du domaine français. C'est pas du tout quelque chose enfin, une question que je me suis posée. Et puis quand j'ai rencontré l'équipe, en plus de cet héritage très fort, j'ai trouvé une équipe qui venait d'arriver, jeune, et qui avait une idée très forte de la littérature qu'elle voulait défendre. Et ça, c'était quelque chose de très important pour moi, de me trouver au sein d'une équipe chaleureuse qui avait une vraie envie éditoriale très forte. Et je suis très content. Et alors, pour parler peut-être un petit peu plus de vous, quel lecteur êtes-vous? J'ai toujours écrit, mais plus pour moi, et pas dans l'idée d'écrire des romans, plus écrire pour moi, pour la mécanique de l'écriture, pour écrire un journal. Et la question de lecteur, non, j'ai toujours lu, mais j'ai jamais été un immense lecteur. Il y a des œuvres auxquelles je reviens toujours parce qu'elles sont très importantes pour moi. Mais là, spécifiquement, pour ce roman-là, j'étais vraiment accompagné par la figure de Nathalie Sarraute, évidemment d'enfance, et puis dans Tropisme, comme je l'ai dit. Et il y a un autre roman auquel j'ai beaucoup pensé, c'est L'Opoponax de Monique Wittig, qui, je trouve, raconte l'enfance de manière incroyable, de l'intérieur, et aussi en essayant jamais d'aller au-delà des sensations de l'âge qu'elle raconte. Alors, elle raconte plusieurs âges d'un enfant, mais elle emmène toujours le lecteur de manière assez vigoureuse avec elle, comme ça, sans jamais chercher à rien lui expliquer. Et c'est à lui de se replonger, de faire ce trajet jusqu'à l'enfant qu'il a été, et pas l'inverse. Et ça, je trouve ça très beau. Je trouve que c'est un roman magnifique sur l'enfance. Voilà. Et donc, j'avais quand même. Et en plus, il y a dans ce roman tout un passage sur l'été qui est absolument sublime, qui se passe pas du tout à la mer comme le mien, mais où il y a comme ça des sensations très fortes d'été. Et ça, ça m'a accompagné d'être vraiment toujours de rechercher à revenir d'abord aux sensations. Dans votre roman, on retrouve quand même plusieurs éléments du conte, et notamment des personnages très caractérisés, alors pas essentialisés, mais qui ont quand même des traits comme ça dominants très forts. Je ne sais pas si le roman si vous le qualifierez de conte, mais c'était un conte quelle pourrait en être la finalité, alors pas la morale, c'est peut-être un grand mot, mais si, Oui, si on- oui, enfin, en tout cas, l'idée du conte, j'y ai beaucoup pensé pendant que je l'écrivais, d'avoir aucun personnage n'a de prénom à part Baptiste, et puis bon, même lui-même, il a un prénom un peu comme ça signifiant. Et chaque personnage, je les ai pensés comme des archétypes à la fois pour les vider un peu de moi, quoi, pour les éloigner de moi, et pour que ce soit des personnages pour ne garder d'eux que l'essentiel de ce que tout le monde pouvait reconnaître,
dans la grand-mère, par exemple. J'ai essayé d'aller à l'essence de ce que c'est qu'une grand-mère et l'amour qu'un petit-fils peut porter à sa grand-mère. Pareil avec enfin, chaque personnage, pour moi, effectivement, devait incarner très fort ce qu'il incarnait. Et j'aimais bien cette idée de conte, c'est-à-dire d'être dans un dispositif le plus simple possible, mais sans morale, Et évidemment. là, j'étais en train de regarder les noms des différentes parties donc, du roman. On a la première partie Baptiste, on a la deuxième partie les monstres, justement. Et je vois la troisième partie, les mondes engloutis. Alors, on a parlé quand même de silence. Euh, les mondes engloutis, c'était pour faire écho à la plage, la mer, le silence. Les Qu'est-ce qui mondes a engloutis, produit. c'est parce que le personnage, il vit avec les vivants et puis en partie aussi il vit avec tous les morts qui ont été engloutis ou mal engloutis et il est comme ça toujours et c'est pour ça que la plage et l'océan, enfin la mer m'intéressaient, c'est que il navigue comme ça entre le monde de la surface et le monde du dessous. Et puis, c'était un hommage aussi à un dessin animé qui passait dans les années 80 qui s'appelait Les Mondes Engloutis et que j'aime beaucoup, qui est aussi une sorte de conte puisqu'il raconte l'histoire d'un monde qui est en train de s'éteindre. En tout cas, le soleil de ce monde est en train de s'éteindre. Et pour le sauver, les enfants partent à la recherche de leur passé parce que la particularité de ce monde-là, c'est que euh, les, les, les gardiens de ce monde ont rendu le passé tabou. Et c'était un peu la même histoire que mon narrateur. Et lui, son passé a été rendu tabou par sa famille. Et il essaye comme ça, pour se sauver lui-même, pour sauver son propre monde, d'aller à la recherche de son passé. Pour revenir encore sur le narrateur, on a vu que c'est un petit garçon environ de 10 ans, donc c'est pas la petite enfance, c'est pas non plus l'adolescence. Et vous avez parlé aussi d'un monde vidé un petit peu de sa substance. On a l'impression quand même à le lire, à l'écouter, à le regarder penser, d'une conscience quand même aiguë de soi, presque assez précoce pour un enfant de son âge, presque comme s'il avait vieilli de manière précoce, quoi, hein. Donc, Mm. enfin, est-ce que Mais c'était vraiment important dès le départ, il fallait que ce petit garçon il ait cet âge-là et qu'il ait cette conscience comme ça de soi l'âge, il est venu tout seul. J'ai pas vraiment réfléchi à l'âge au début. Puis 10 ans, ça m'a paru bien, justement pour le niveau d'élaboration qu'il était capable de faire. Mais je me suis plus attaché dans sa manière de penser à ce qu'il pouvait ressentir, même si parfois je l'ai peut-être élaboré un peu plus que lui aurait été capable de le faire avec des mots. Mais par contre, je pense que c'était pour être plutôt près des émotions que du langage. Et du coup, parfois, il a peut-être des pensées qui sont pas tout à fait celles d'un enfant de 10 ans dans son discours, mais moi je suis persuadé qu'elles sont celles d'un enfant de 10 ans dans les choses qu'il peut ressentir. Je pense que quand on est enfant, on pense des choses très complexes, on n'a juste pas tout à fait la capacité de l'exprimer aussi bien qu'on voudrait. Là aussi, immédiatement, une question un petit peu qui me brûle les lèvres. Après ce premier roman, est-ce qu'on aura la chance de vous lire de nouveau? Ouais, j'espère, en tout cas je suis en train de travailler sur un deuxième roman. Voilà, bon, mais comme toujours quand c'est pas fini, on ne sait pas où ça va aller, Oui. donc mais oui, oui, j'espère. Bon, moi, j'ai adoré votre roman, Hugo, et j'ai été particulièrement bluffée par votre style et votre écriture. J'ai trouvé merveilleuse votre façon de, de décrire les choses, les détails, les petites sensations, les impressions. Et en fait, je me demandais, c'était pas prévu, mais si vous auriez la gentillesse de nous lire un passage. Vous aviez une idée L'envie particulière? et la gentillesse. Alors moi, il y a plein de passages que j'adore. J'ai commencé à m'émerveiller au moment du shampoing par la grand-mère avec les cheveux qui grincent. Moi, ça m'avait, mais c'est génial d'écrire comme ça, quoi. C'est juste merveilleux. Et puis ensuite, après, sa façon de choisir une famille à observer. J'adore le moment où il se met sur la plage et il observe les familles jusqu'à en trouver une absolument géniale dans laquelle il s'immisce. Mais voilà, enfin, j'aime à peu près toutes les pages en fait. Hein, Comme les chapitres n'ont pas de pause au Vite. milieu, j'ai peur de me lancer dans une lecture qui est trop longue. Je peux lire le début, par exemple. Oui, voilà le début, Voilà, Hugo. très bien. Alors, ça commence comme ça. Le premier chapitre s'appelle Les Méduses.
L'enfant est à contre-jour, on distingue à peine son visage encadré par une chevelure lisse de vrai garçon. D'abord, il n'est que la cordelette de son slip de bain rouge ou bleu qui s'approche, jambes graciles, pour observer le spectacle immobile dont je jouissais pour moi seul. Puis-je continuer sans crainte l'auscultation de la méduse à l'aide du bâton? Plusieurs vagues passent, inondant la petite île de chair translucide, avant que j'ose tâter de nouveau. Je presse légèrement la peau épaisse, mais ce n'est déjà plus l'essentiel. L'unique chose qui compte est désormais cette présence entre le soleil et moi, un garçon de mon âge. Je me cramponne au bâton, orteils griffés dans le sable mouillé, à la recherche d'un appui, tandis que la vague qui ruisselle sur la vague qui se retire me donne le vertige. Tu la retournes? Nulle trace de défi dans la voix qui m'invite à poursuivre mes investigations, une familiarité même que je n'attendais pas. Mais je sais qu'il suffit d'une maladresse de ma part, un geste trop craintif par exemple, pour que cesse ce moment de grâce où rien n'existe entre nous, sinon un peu de curiosité et cette masse compacte et urticante qui ressemble à un extraterrestre. Bon, c'est compliqué d'applaudir, mais c'est merci. Et alors, j'ai une autre petite question avant de laisser nos invités sur la réunion poser leurs questions. Parce qu'en fait, je suis très curieuse. Vous nous avez parlé des éditions Bourgois, mais moi, j'aimerais bien savoir comment vous êtes arrivé chez Bourgois, sur votre premier roman. Comment ça s'est passé, en fait, de me raconter l'histoire de cette rencontre. Mais pendant que j'avais envie de faire confiance à la chance et du coup j'ai envoyé mon roman par la poste à plusieurs éditeurs que j'aimais bien et puis en me disant s'il y a une rencontre qui doit se faire, elle se fera et j'ai eu la chance que Clément aime beaucoup le texte et du coup on s'est vu et j'ai beaucoup aimé la manière dont il m'en a parlé. J'avais vraiment l'impression d'avoir été compris dans ce que je voulais dire et puis voilà comment ça s'est fait. Et puis alors, je trouve que la couverture est magnifique. Et c'est un choix de Clément Ribes, l'éditeur. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Parce qu'on a parlé très, très rapidement des moments lumineux et quand on l'a juste évoqué comme ça, moi, il y a un moment que j'ai adoré, c'est le moment de l'attente. Quand le personnage est sur la plage et qu'il attend la venue de Baptiste. Ça, j'ai trouvé que c'était magnifique. Et c'est un moment qui m'a vraiment frappé. Et j'aimerais savoir si, Hugo, vous avez un autre moment comme ça, lumineux dans le texte qui vous revient, si parmi ces moments-là, quel est celui qui revient à vous le plus rapidement, en fait, à votre esprit dans ce livre? Bah, moi, il y a une scène pour laquelle j'ai beaucoup de je sais pas ce que j'aime, mais je l'aime beaucoup parce que j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire, d'abord parce que j'étais au Japon dans un endroit merveilleux et puis c'est une scène qui est venue comme ça, où j'ai ressenti beaucoup d'émotions en l'écrivant, c'est la scène du baiser. C'est un peu une scène centrale pour moi en plus dans le livre où il y a comme ça un baiser très furtif entre Baptiste et le narrateur et c'est un moment où le narrateur arrive enfin à exprimer quelque chose pour la première fois du roman et puis probablement de sa vie et moi j'allais dire je trouve que c'est une scène très belle, c'est très prétentieux mais moi c'est une scène qui m'a vraiment plu à écrire quoi. J'ai pris un immense plaisir à l'écrire et puis elle se passe tout le roman se passe à la plage mais cette scène se passe au milieu de la forêt donc c'est comme ça un moment un peu différent du livre. J'aime beaucoup les arbres et c'est une scène que j'aime et dans laquelle je me réfugie des fois en pensée. Je suis content. Moi aussi, je peux peut-être poser une question. Je me demande un peu comment on peut terminer un livre. Finalement, c'est la fin des vacances qui fait que ça se termine parce que j'avais envie d'en savoir plus en fait sur la famille, quoi, sur son père, sur sa mère. C'est incroyable qu'un enfant n'en parle pas, quoi, pratiquement. Je crois que le mot père apparaît une ou deux fois et la mère, je crois que ça apparaît même pas. Donc ça, je pense pas qu'ils soient tous morts. Bon, c'est ça qui m'a. Je me demandais comment on peut terminer un livre. On peut être tenté quand même de l'enrichir encore. C'est très difficile comme démarche. Comment vous avez fait pour… Mais moi, c'était l'inverse. J'avais peur toujours de trop en dire, au contraire. C'est-à-dire que je me disais, il faut pas qu'on en sache plus que ce que le personnage pense. Et lui, dans la journée, je pense qu'il pense jamais à se raconter sa propre histoire. Donc, on est pris comme ça dans son flux de pensée à lui. En plus, je pense que comme son histoire familiale est compliquée, il souhaite pas spécialement ni en parler ni y penser. D'ailleurs, il le dit plusieurs fois dans le livre. Il dit ça, j'ai pas trop envie d'en parler, ça, j'ai pas trop envie d'y penser. Et je voulais qu'on soit projeté avec lui dans les zones d'ombre de son histoire.
c'est ça que je voulais raconter. Ce que je voulais raconter, c'était l'ignorance et le silence. Donc, je voulais que le lecteur il soit dans cet état de frustration dans lequel est plongé le narrateur, c'est-à-dire de ne pas savoir ce qui se passe dans sa propre histoire. Et puis pour ce qui est de la fin, moi j'aime pas les fins de romans parce que souvent je trouve que les auteurs sont tentés de faire une fin dramatique ou quelque chose et je me dis bah non mais là il a voulu finir et souvent moi je suis vraiment pas content parce qu'il a tué le personnage principal ou alors il a donné une fin à l'histoire qui est pas celle que je souhaitais et donc j'avais envie de mettre une fin qui soit très ouverte. Et puis aussi parce que c'est important pour moi de dire que je n'en sais pas tellement plus que le lecteur sur mon roman. Ah, c'est ça la bonne question, parce que ce qui serait frustrant, c'est que vous en sachiez beaucoup plus que nous, hein. Non, j'en sais un peu plus, mais vraiment pas beaucoup plus. D'ailleurs, même sur, parce que des fois on me demande sur Baptiste, qu'est-ce qui se passe à la fin, par exemple. Mais moi, j'ai plusieurs théories sur Baptiste sans avoir jamais vraiment décidé quelle était la bonne, quoi. Alors, une question anecdotique, est-ce que vous aimez toujours la Normandie? Disons que c'est plus que j'ai appris à l'aimer grâce à ce roman, parce que quand j'étais petit, le peu de fois où j'y étais, j'ai détesté. Parce que ce qui est vrai, c'est que je m'y suis ennuyé. C'est pour ça que j'ai pu aller piocher comme ça. J'ai choisi la Normandie parce que j'avais le souvenir de m'y être tellement ennuyé que j'avais l'impression que tout le reste de ma vie n'était qu'un rêve fait depuis cet ennui-là et que j'étais encore enfermé dans ce moment d'ennui. Et donc, j'avais gardé un très, très mauvais souvenir de la Normandie. Et puis, j'y suis retourné notamment au moment de l'écriture du livre, j'ai été curieux de revoir les lieux et tout ça, et je me suis rendu compte que c'était pas du tout, c'était mon enfance qui était triste, c'était pas la Normandie. Est-ce que je peux me permettre de vous demander les rapports entre un jeune écrivain et la critique littéraire? Parce que je crois me souvenir il y a quelques semaines que vous avez eu un article dans le monde des livres consacré à votre ouvrage. Et je voudrais savoir, quand on ouvre le monde des livres et qu'on tombe sur une demi-page consacrée à son premier roman, quel effet ça procure? Bonsoir. Bah, c'est très étrange parce que j'ai l'impression que dès qu'il s'agit de mon livre, ma vue se brouille. J'arrive pas vraiment à lire les mots et puis j'oublie et puis et je me dis je reviendrai plus tard pour le lire, mais c'est comme si j'étais incapable d'assister à l'événement quand ça concerne ce livre-là. Et du coup, je suis à la fois très heureux qu'il y ait des gens à qui ça plaise et qu'ils l'écrivent dans des journaux, mais c'est pas vraiment le moment où je trouve que ça se passe. Je trouve que le moment où on ressent plus le livre, c'est quand, dans des rencontres comme ça, tout à coup, quelqu'un va me parler de Baptiste, va dire « Ah ben Baptiste, il est comme ça » ou « Baptiste, il est comme ci », par exemple. Là, ça me procure une joie immense parce que tout à coup, je me dis « Ah là là, mais ce qui est parti comme ça de mon imagination et que pendant des mois, j'étais tout seul à faire jouer dans ma tête. Tout d'un coup, ça devient une conversation avec des gens et tout ça. Dans les journaux, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment ça, ma vue se brouille, quoi. Donc, je suis très heureux et honoré à chaque fois, mais j'ai beaucoup de mal à l'appréhender. Et au-delà des retours de la critique, l'accueil des lecteurs, l'accueil des libraires, comment vous l'avez ressenti, enfin, sauf si votre vue s'est brouillée à chaque fois. Non, au contraire, non, ça fait vraiment très plaisir, d'autant plus que vous le disiez tout à l'heure, c'est assez solitaire le moment de l'écriture. Et puis, là, en l'occurrence, c'était mon premier roman, donc personne n'était vraiment particulièrement impatient que j'écrive un livre. Et puis, tout à coup, de voir qu'il y a des gens qui l'aiment, qui le défendent, qui ont envie d'en parler, qui en parlent, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Ça rend vraiment très heureux. Bonjour, merci. Qu'est-ce qui a fait que tout à coup, vous avez pris la plume? Bah, pris la plume, la première fois, c'est quand j'ai commencé à écrire. Moi, j'ai vraiment un rapport à l'écriture où c'est les mains sur le clavier, les mains d'attraper le stylo, d'écrire. Ça me procure vraiment du plaisir, ça me désangoisse, ça me donne le sentiment vraiment d'être heureux. Donc, j'ai toujours écrit, beaucoup. D'accord, ouais. Mais par contre, je me souviens avoir dit plein de fois quand on me demandait « Ah non, j'écrirai vraiment jamais de livre, je vois pas pourquoi ». Et du coup, je me suis posé la question, pourquoi tout à coup écrire comme ça. Et j'ai l'impression, j'ai cherché, j'ai retrouvé un texte que j'avais écrit justement à la mort de cette tante schizophrène à qui je dédie cet ouvrage. Et j'ai écrit un texte, elle est morte à une semaine d'écart de Chris Marker, qui était un réalisateur que j'admirais beaucoup. Et j'avais écrit un texte sur eux deux et l'amour que je leur portais à tous les deux. Et j'ai l'impression que c'est mon premier texte
qui m'a amené vers l'idée d'un texte, d'un roman, qui soit plus juste un texte pour moi, mais vraiment l'envie de partager. En fait, c'était tout à coup impossible que personne n'entende jamais parler d'elle. Je voyais tous les hommages à Chris Marker, et Chris Marker, je me disais, c'est tellement mérité, je trouve que c'est un génie. Et elle, c'est pas possible que personne jamais ne prononce son nom. Alors je veux l'écrire dans un livre. En lisant la description de cette fameuse tante, je me demandais si elle était vraiment folle, enfin folle ou schizophrène, ou si c'était par le regard de cet enfant qu'elle l'était. Est-ce que c'était juste sa façon d'être différente qui était impressionnante pour un enfant, comme on imagine quand on a parfois dans une famille une personne un peu originale, un peu tonitruante, elle impressionne un peu les enfants parfois. Enfin, il y a une espèce de fascination. Et oui, donc pour vous, elle était objectivement… Non, justement, pour moi, c'est une question qui reste ouverte. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est… Enfin, bon, je ne veux pas tenir un propos général sur la maladie psychique, mais là, en l'occurrence, qu'elle était folle aussi dans le regard des autres. Et puis, pourquoi elle était folle? Enfin, je veux dire, les choses auraient pu être autrement, à mon avis. Et effectivement, en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était qu'on avait mis dans le regard de cet enfant qu'elle était folle et dangereuse. Alors qu'il y avait une dissonance cognitive, parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'il ressent. Il ressent à la fois le dégoût qu'on lui a dit de ressentir pour elle, ou qu'on lui a fait ressentir pour elle, et à la fois une vraie attirance. Il a envie d'être avec elle, de l'écouter parler. Et je pense que c'est dans le roman, j'ai essayé de montrer que c'est avec elle qu'il a les moments les plus familiaux, finalement. Ça se passe dans les années 70, c'est ça, 70-80? Pour moi, mais bon, c'était un peu arbitraire, ça se passe en 87, mais d'accord, oui, très raisonnable. Mais parce qu'au début, j'avais mis à la fin, j'avais mis une scène que j'ai fini par enlever, où le Tour de France traversait la ville, donc j'étais allé chercher quand est-ce que le Tour de France avait vraiment été passé par là. Il se trouvait que c'était là, à cette époque-là, voilà. Et puis, et c'était une époque qui m'arrangeait pour la temporalité par rapport à la Shoah, pour que la grand-mère puisse avoir été une survivante de la Shoah et que le petit garçon ait 10 ans, et voilà. Mais au fond, c'est sans époque. Oui, mais enfin, cela dit, l'époque permet de se dire que ce qui a pu arriver à ses parents n'est pas direct, enfin, peut-être une conséquence indirecte de la Shoah, mais n'est pas, c'est la grand-mère qui l'a vécu. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci. Merci Delphine. Je vous en prie, merci à vous. Je vous donne rendez-vous de toute façon pour la prochaine mardi. En attendant, je voulais remercier infiniment Hugo Lindenberg, le féliciter pour son très beau roman. Merci à vous. Et Martin pour cette interview, et puis toute l'équipe des éditions Bourgois. Merci à vous, merci à Martin. Un plaisir, merci. Merci. Et puis, eh bien, pour ceux qui n'ont pas fini leur lecture, il vous reste peu de temps en fait. Hein. C'est le 15 mai qu'il va falloir voter. Donc, c'est dans une grosse semaine. Donc, je vous souhaite de très, très belles lectures d'ici là. Et je vous donne rendez-vous du coup mardi. Et nous recevrons Colum McCann qui a écrit Apérogon, donc aux éditions Bellefond. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux aussi. Et puis, j'espère aussi peut-être qu'on vous dira un peu à quelle heure et quand et comment nous annoncerons qui a gagné le 5 juin. Voilà, si nous avons avancé dans nos réflexions. Merci beaucoup à tous. Merci, bonne soirée.